Hello mes lapins, c'est Jo de la chaîne Joconde et aujourd'hui dans Une Expo 5 minutes, on va parler non pas d'expo centrée sur un artiste mais d'une expo thématique plutôt historique et sociologique. Alors let's go, c'est parti avec Face au soleil au musée Marmottan. Afin de célébrer le siècle et demi de beauté de cette toile Impression soleil levant de Monet que vous connaissez sans doute tous, et qu'il a peint de la fenêtre d'un hôtel du Havre, le musée Marmottan nous propose une exposition intitulée donc Face au soleil, nous proposant ainsi une exploration de la représentation du soleil dans les arts, et donc un reflet du monde et des sociétés occidentales à travers ce prisme. Parcourons les siècles à travers les yeux des artistes pour célébrer cette source de chaleur et de vie et comprendre comment il a été perçu et célébré à travers les âges. L'exposition nous propose un voyage chronologique démarrant par l'Antiquité. Sans surprise pour tous ceux qui se souviennent encore un peu de leur cours d'histoire et pour tous les fanatiques de mythologie, les civilisations antiques voyaient le soleil comme un dieu important et créateur, ayant parfaitement compris le rôle de celui-ci dans l'apparition du vivant. Intrigués par la régularité attendue de son cycle, soit cette alternance d'apparition et de disparition journalière ou saisonnière, ces sociétés ont donc conçu cette déité comme mouvante, effectuant inlassablement un trajet tous les jours, dans une barque pour les Égyptiens par exemple, ou sur un char pour les Gréco-romains. Ces dieux se devaient donc de faire vivre et revivre éternellement la nature et l'homme, et les artistes de l'époque le représentent donc comme une présence physique dominatrice du monde et qui darde ses rayons sur lui. On continue ensuite avec les premiers siècles après Jésus-Christ et la période médiévale. Clairement, les religions issues du Premier et du Second Testament sont passées par là et ont détrôné ce soleil Dieu et créateur en le positionnant à présent comme objet créé par Dieu, puisqu'il est dit dans la Genèse que c'est donc Dieu qui aurait créé le soleil et son opposé la lune au 4e jour. Aussi, la place du soleil se retrouve modifiée en profondeur et sa représentation également. Bye bye la position centrale et dominante. Il quitte ce rôle majeur et imposant et ne devient plus qu'un élément parmi les autres, n'étant plus le sujet et étant donc placé beaucoup plus bas dans la composition. Puisqu'on rappelle que les œuvres de l'époque ne sont pas dans le réalisme, elles sont justement dans un rôle de grandeur et d'importance. Et donc là, le soleil, comme on voit, est relativement petit puisqu'il n'est pas le sujet principal des œuvres. Pour autant, les siècles suivants, et on attaque la Renaissance, un intérêt pour le ciel et ses phénomènes se développe, et au-delà du soleil et de la lune, tous les astres commencent à prendre de l'importance dans les représentations picturales. On continue ensuite avec cette évolution qui va nous faire passer du géocentrisme à l'héliocentrisme. Le soleil se trouve donc être un élément qui n'est plus une divinité comme on vient de le voir. Et la science, en plus, continue de se baser sur une compréhension du monde géocentré. C'est-à-dire qu'elle suit un enseignement du géographe Ptolémée, que vous avez dû sans doute apprendre à l'école, et qui date de la période tardive de l'Antiquité, et qui a continué pendant tout le Moyen-Âge et une grosse partie de la Renaissance, soit un monde où la Terre est le pivot central du monde, autour duquel se meuvent astres, planètes et donc soleil. Double punition donc, puisque le soleil a bien perdu son statut de dieu, et qu'en plus il n'a même pas sa place centrale. Pour autant, à partir du XVIe siècle, les nouveaux scientifiques comme Copernic, qui sont donc des astronomes, s'interrogent et commencent à reconsidérer la place de l'homme, et donc de la Terre dans l'univers. La science va donc passer d'une vision géocentrique à une vision héliocentrique du monde. Le Soleil, entre guillemets scientifique, redore alors son blason, et bien que ne récupérant pas son statut de divinité, il retrouve une place centrale. Cela coïncide dans l'art avec l'essor du genre du paysage. Les artistes de l'époque, tels que Rubens, Le Lorrain ou Vernet, lui réattribuent une place centrale dans leur œuvre et le magnifient dans des représentations météorologiques jusqu'alors peu vues ou peu représentées. Les siècles se suivent et ne se ressemblent pas, et on en arrive au moment de la permanence des mythes. C'est-à-dire qu'en fait, on va retourner vers quelque chose de l'ordre de l'antique, on se le réapproprie, mais évidemment, on le réinvente et on l'utilise différemment. Je m'explique. Donc après ce nouvel envol, le siècle suivant, donc le XVIIe, devant l'engouement pour l'astronomie et cette idée d'un soleil pivot et central, idée que des scientifiques, les premiers scientifiques ont parfois payé de leur vie, mais bon bref, passons. Il se trouve que chez les puissants, les rois de droit divin et les princes, l'astre solaire reprend des lettres de noblesse. Donc, des souverains dans cette idée d'auto-glorification décident d'associer leur image à celle de cet astre créateur de vie. En faisant cela,
Et en s'appropriant cette représentation et ce symbole, le soleil se retrouve à la fois mis sur le devant de la scène et de nouveau extrêmement représenté, mais il se retrouve également comme confisqué et réservé à cette élite. Le voilà donc remis à la sauce antique, présent partout, des plafonds des palais aux costumes royaux pour des ballets, mais aussi sculptures, médailles, numismatie et autres art déco, et le mythe du soleil tout-puissant reprend à nouveau vie et resplendit. Toujours à cette époque, on en arrive à la partie académie, cet engouement pour les sciences, qui est porté haut d'ailleurs par Louis XIV, que l'on connaît tous, permettra aussi la création et l'essor de l'Académie royale des sciences et de l'Observatoire de Paris, où seront conviés les plus importants astronomes. Et là, vous allez me dire quel rapport avec les arts ? Eh bien, tout simplement, grâce à des instruments de mesure de plus en plus aboutis, globes célestes et terrestres se multiplient et des artistes sont conviés à venir illustrer les grands événements célestes comme les éclipses lunaires. Donc, artistes et scientifiques travaillent à cette période main dans la main et donc continuent à glorifier ce soleil. Ce qui ne sera plus le cas dès la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe, notamment avec le mouvement romantique, où les résultats obtenus avec le matériel d'études scientifiques ne concernera plus que les spécialistes, créant ainsi une scission avec les artistes, qui se tournent eux de nouveau devant une représentation s'éloignant de cette idée de science. Ce nouveau soleil, donc, dans la peinture, à défaut d'être de nouveau déifié, bien qu'étant toujours un élément lié au paysage, retourne à une aspiration plus mystique. Il vise à présent qu'il est imprégné de littérature romantique et du sens du sublime qui est tellement en vogue à l'époque, à inspirer des émotions de l'ordre du spirituel. Il deviendra d'ailleurs presque un reflet des états d'âme, comme sur les tableaux de Caspar David Friedrich. On continue ensuite avec les impressionnistes, les néo-impressionnistes et suivants, puisqu'on rappelle quand même que le prétexte de cette exposition est cette fameuse toile de Monet, qui est donc une toile impressionniste, et donc à partir du 19e siècle, les artistes qui sont toujours motivés pour explorer de nouveaux sujets et de nouvelles thématiques, et de nouveaux horizons donc, se tournent vers une autre vision du soleil. Dû à l'importance que prend la photographie, capable de restituer le réel, certes pour le moment uniquement en noir et blanc. Et grâce à des recherches empiriques puis scientifiques sur les origines et les formes de la lumière qui provient du soleil, une nouvelle approche picturale pour représenter le paysage au jour. Monet, avec entre autres sa fameuse impression soleil levant, s'empare de cette vague de représenter la sensation et non la réalité. Je rappelle qu'il n'est pas le seul artiste à faire cela. Par la suite, des artistes comme Georges Seurat, puis Signac ou encore Derain, bientôt nommés néo-impressionnistes par le critique d'art Félix Fénéon, transforment la peinture de paysage en de vibrantes couleurs de plus en plus éloignées du réel et plutôt se tournant vers une certaine idée de la représentation de celui-ci. On n'est plus du tout dans la réalité, dans cette volonté de réalité, on est dans une volonté de sensation et d'impression, comme le dit le terme impressionnisme, ça vous l'avez déjà bien compris. Le 19e siècle, qui est décidément particulièrement riche en évolution plastique, ceci dit, quand on étudie l'histoire de l'art, on se rend compte que c'est le cas en fait à toutes les périodes, mais bref, voit donc de nouveaux mouvements éclore, dont deux en particulier. En premier, le naturalisme, évoquant un âge d'or des campagnes et des villes, comme un monde en chemin pour disparaître, puisque l'industrialisation à cette époque effectivement change ces notions de ruralité et de cité. Bref, pour cela, les artistes donc qui empruntent cette voie empruntent donc à la tradition, à l'impressionnisme, à la photographie ou encore au japonisme très en vogue comme inspiration. En second lieu et en opposition, le symbolisme, qui est tout à fait l'opposé et fait rejet de tout ce qui a attrait au quotidien et se voit au contraire non comme une peinture d'un réel tangible ou d'une idée d'un réel tangible, mais comme une peinture de l'âme. Cette opposition se retrouve dans les représentations solaires. Éléments modestes du paysage ou envahissants et irradiants, les artistes choisissent leur camp. Les artistes du XXe siècle, qui sont donc les dignes héritiers de tous ces grands modernes de la fin du XIXe, continueront eux aussi à s'intéresser fortement à l'astre du jour. Et bien que le Soleil perde définitivement sa place centrale dans notre conception de l'univers, puisque même s'il est au cœur de notre système solaire,
On sait maintenant que notre système solaire est peu de choses face à l'infini de l'univers et que nous ne sommes même pas au centre de la Voie lactée. Bref, le Soleil qui perd définitivement sa place centrale, entre guillemets, ne cessera plus d'être travaillé, retravaillé et deviendra encore et encore une source d'inspiration constante pour de nombreux artistes. Il deviendra même le sujet plastique principal d'un certain nombre de grandes œuvres, comme ici par exemple Le Soleil inonde ma toile de Gérard Fromanger. D'ailleurs, si vous aimez les œuvres plus modernes et contemporaines, vous ne serez pas du tout déçus dans cette exposition, puisqu'il y en a plusieurs salles, dont un certain nombre que l'on ne croise pas forcément extrêmement souvent. Je vous invite donc à découvrir cette très jolie exposition au musée Marmottan, qui est un musée absolument génial. Le lieu est vraiment beau. Que dire avec toutes ces toiles de Monet qui vous attendent aussi au sous-sol, ça fait toujours plaisir après une expo de pouvoir s'installer sur les bancs et de savourer aussi cet espace d'œuvres de Monet. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'ai d'autres vidéos sur ma chaîne si vous cherchez des idées de sortie ou si vous avez juste envie de découvrir des choses. Et je vous dis à très bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo. À bientôt!